Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'épisode et que vous souhaitez la soutenir, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'émission par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Je vous en remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je suis ravi d'accueillir Ronan Rob dans cet épisode. Ronan, il est cofondateur de Digital for Better. Donc vous vous doutez bien qu'on va parler de digital et de en mieux. Donc, bonjour Ronan, comment ça va? Ça va très bien. Merci Mathieu de m'accueillir. Je t'en prie, écoute, je te laisse te présenter en 20 secondes, 3 quarts. Ok, 20 secondes, 3 quarts. Top, c'est parti. Alors, moi, c'est Ronan Rob. Donc, j'ai 38 ans aujourd'hui. Jeune papa d'une petite fille qui a 3 ans. C'est le même âge que mon entreprise Digital for Better. Donc, j'ai fait les deux à quelques jours près. Donc, voilà. Et puis, je suis au sein de la structure. Je suis directeur des opérations et responsable d'un produit qui s'appelle Frogger. Mais je reviendrai dessus par la suite. Ok, super. Vous êtes combien de co-directeurs, cofondateurs sur ce produit? On est 5 cofondateurs aujourd'hui dans l'entreprise. Ok. Ah ouais, c'est pas mal. Comment on arrive à conduire un bateau avec 5 pilotes? À la base, on est 5 personnes. Allez, sur les 5, on était 4 à se connaître et à avoir eu, par moment, voilà, différents moments de nos carrières, avoir travaillé ensemble. Et donc, il y en a même 2 qui ont fait leurs études ensemble. Donc, déjà, c'est une connaissance vraiment, chacun des associés. Une réunion aussi d'acteurs où on connaît les forces et les faiblesses des uns et des autres. Et ce qui permet aussi de savoir, voilà, déjà de positionner un petit peu des poids dans les décisions, de savoir qui est légitime sur tel sujet, qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Et ce qui permet finalement de réussir, notamment je pense au lancement, c'est au lancement où c'est le plus important, parce qu'après tu apprends à te connaître, mais de faire un départ lancé, plutôt qu'un départ où tu te cherches un petit peu avec tes associés. Ok, excellent. Eh bien, écoute, on a mis 20 secondes, 3 quarts pour te présenter. Est-ce que tu peux nous présenter Digital for Better en 1 minute et 33 secondes, s'il te plaît? Je vais le faire un peu plus, mais oui. 1 minute 33 secondes. Alors, Digital for Better, on est né en mai 2020, plus exactement même en juin 2020. Et donc, initialement, on est une agence de services numériques qui a pour mission et objectif d'offrir et de délivrer à nos clients, voilà, des prestations de design, de développement, de conception de services numériques, donc d'applications mobiles, de services web, d'intranet, d'extranet, d'outils métiers à destination de nos clients qui sont plutôt orientés grand compte, donc CAC 40, SBF 120. Mais de le faire de manière différente, c'est de le faire de manière plus responsable, de manière éco-conçue, de manière plus accessible, inclusive, etc. Donc ça, c'est notre premier métier Digital for Better, qui nous a drainé, qui nous a pas mal amené. Et depuis, on a développé 2 nouvelles activités au sein de la structure, une activité d'éditeur avec le développement d'une plateforme SaaS qui s'appelle Frogger. J'y reviendrai peut-être un peu plus par la suite si j'ai qu'une minute 33. Et également une activité de consulting autour du numérique responsable. Ok. Non, tu peux nous parler de Frogger maintenant avant qu'on attaque le cœur de l'épisode. Par contre, il faut que tu sois hyper didactique parce qu'on n'a pas forcément que des experts du numérique qui écoutent cette émission. Donc, par Bien exemple, quand sûr. tu emploies un terme de SaaS ou des choses comme ça, essaye de nous présenter. Ouais, je te laisse représenter Frogger si tu veux, il n'y a pas de souci. Ta mission, c'est d'être le plus explicite possible. All right, pas de souci. Donc Frogger, c'est un logiciel, une plateforme SaaS pour les connaisseurs, donc une plateforme qui tourne sur Internet, voilà, à travers un navigateur Internet, qui permet de mesurer l'empreinte environnementale et sociale de l'informatique au sens large de nos clients. Donc ça va aller sur la partie service numérique. Donc ce que j'entends par service numérique, c'est des applications, des sites web,
c'est des applications voilà, qui vont tourner, je sais pas, comme le compte Amélie ou l'espace de votre banque en ligne. Ça va être également voilà, des services numériques, ça peut être également des sites e-commerce, des sites institutionnels voilà, d'entreprise. Ok, excellent. Et comment on arrive à mener plusieurs projets de front comme ça, en plus quand on est jeune papa? Alors, comment faire pour quand on est jeune papa? Bah, déjà, je suis quelqu'un d'assez passionné, d'investir dans tout ce que je fais. Je fais peut-être pas grand-chose, mais ce que je fais, je le fais à fond. Et donc, bah, c'est trouver la juste mesure. C'est un engagement fort au quotidien. Voilà, c'est la capacité aussi à faire le switch, la bascule en rentrant chez moi le soir voilà, m'occuper de ma famille et être présent. Mais bon, c'est un équilibre qui est toujours instable parce que le boulot peut prendre voilà, du poids et dans le quotidien, mais il y a inversement. Bah, des fois, les petits soucis perso du quotidien d'avoir un jeune bébé peut prendre aussi du temps et de l'énergie. Les petites nuits, par exemple, sur les premiers mois et qui ont pu être un peu longs, ces mois chez moi, peuvent aussi influencer sur la capacité et la productivité le lendemain matin. Mais avec la passion, l'envie de bien faire, l'envie d'entreprendre et l'envie aussi de bien s'occuper de sa famille, je pense qu'on n'a pas de limite quand on aime ce qu'on fait. L'énergie, on la trouve. Carrément. Et du coup, dans ton parcours, à quel moment tu as pris conscience de l'impact environnemental du numérique, justement? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou quelque chose comme ça? Je sais pas si vraiment déclencheur, c'est pas fait il n'y a pas eu un jour on-off, il n'y a pas eu une conférence, un événement clé qui m'a en fait finalement complètement fait prendre conscience de l'impact environnemental et social un peu du numérique. Moi, aujourd'hui, là, j'ai une quinzaine d'années d'expérience. Voilà, j'ai travaillé dans différentes structures et j'ai accompagné la transformation digitale de nombreuses entreprises dans un métier plus de service. Et, euh, et là, sur ces dernières années, ouais, si voilà, j'ai lu des études, c'est des sujets qui sont globalement, voilà, il y a un petit cocon d'experts là qui existe depuis une dizaine d'années qui traite ce sujet-là, mais c'est un sujet qui a été vraiment commencé à exploser en 2020, et moi j'en ai pris conscience. Voilà, j'ai lu quelques lectures en 2019 justement avec mes associés, on s'est réunis, on s'est dit putain, on adore notre métier finalement, mais on est en train de générer peut-être quelque chose de négatif pour la planète et pour aussi nos proches, nos familles, les générations futures. Et c'est là où, en fait, en lisant des articles, en se documentant de plus en plus, on a compris, en fait, un petit peu tout ce qui se cachait derrière le numérique. Et il y a du très bon, évidemment, parce que ça résout plein de problèmes, mais il y a également du très mauvais. Et donc, c'est à travers cette prise de conscience-là qu'on s'est dit qu'il y avait un projet à mener, en tout cas pour qu'on soit plus fiers au quotidien de ce qu'on pouvait faire. Ok. Ben, c'est super cool. Et tu peux nous en dire un peu plus, justement, l'impact aujourd'hui sur les émissions de carbone, l'impact environnemental du numérique, c'est quoi, justement? Bah déjà, il faut prendre conscience qu'en effet, que c'est hyper important que en tout cas, l'impact du numérique sur la partie environnementale en France, c'est 4%. Le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que l'aviation civile. Donc déjà, ça, c'est assez important à prendre conscience. Et que peut-être, en tout cas je l'espère, contrairement à l'aviation civile, cette tendance elle va augmenter. On est plutôt dans une trajectoire de croissance du numérique versus peut-être d'autres secteurs d'activité. Mais déjà, c'est un pro en termes d'impact carbone qui est assez fort, déjà à l'échelle française, mais également à l'échelle internationale. Et l'impact, il est situé sur différents aspects, hein. Tant, le principal aspect, il est sur le matériel. En effet, quand j'entends parler de matériel, aujourd'hui, je vais vous parler de smartphone, je vais vous parler d'ordinateur portable, je vais vous parler voilà, d'écran télé, d'écran d'ordinateur. Et tout ça pour fabriquer ces ordinateurs, en fait, ça génère une empreinte environnementale assez forte. Donc déjà, c'est ça qui pèse le plus finalement de cette empreinte carbone du numérique. Déjà, il faut comprendre que c'est le matériel, c'est là où se situent le plus gros enjeu, parce que c'est là où on génère le plus de gaz à effet de serre. Ensuite, on va avoir des enjeux plutôt liés énergétiques, sur la consommation d'énergie euh, liée au numérique, à travers voilà, recharger nos téléphones, consommer, voilà, allumer nos portables, etc. Tout ça génère aussi la consommation énergétique sur les différents éléments de la chaîne de l'informatique. Donc la chaîne des terminaux, un peu des utilisateurs, mais également sur la partie réseau infrastructure,
Donc, ce que j'entends par réseau, c'est la 4G, c'est la fibre optique et tous les éléments de cette chaîne réseau qui nous permettent d'accéder à Internet. Bah, tout ça, ça consomme de l'énergie. Et donc, ça aussi, ça a un impact. Et le dernier impact, c'est sur la partie data center. Vous savez, c'est les grands serveurs. C'est ces énormes bâtiments remplis d'ordinateurs qui sont refroidis dans des salles de refroidis et qui font qu'on a aujourd'hui accès à plein de services numériques, mais enfin voilà, toutes ces grandes salles remplies de serveurs, bah, ça consomme de l'énergie et donc ça a un impact. J'avais entendu un des plus gros secteurs gourmands, c'était justement la partie data, streaming, justement vidéo, toutes les plateformes sociales, etc., qui engloutissent de plus en plus de data. Je ne sais pas si tu confirmes ce point. Si en effet sur la partie consommation, donc ça veut dire la capacité, en fait, voilà tout ce qui transite sur les réseaux, toute la donnée qui va transiter sur les réseaux du data center, etc. La vidéo pèse énormément dans le voilà dans le trafic. J'ai plus les chiffres en tête, mais en effet les réseaux sociaux, les TikTok, les Netflix et autres pèsent beaucoup en effet en tout cas tout le flux de données qui peuvent passer sur le réseau. Et C'est un des éléments qui est assez important et des fois de manière complètement entre guillemets, bête ou j'ai envie de dire surdimensionnée. Typiquement, avoir streamé enfin voilà, afficher de la 4K sur un téléphone portable, c'est juste pas de sens parce que le volume de données qu'on va transiter vers le smartphone, il va être énorme pour gérer de la 4K, alors que l'œil humain sur un téléphone portable, voilà, il voit pas forcément la différence avec un autre format et une autre compression d'image. on voit pas trop la tendance à la baisse sur ce genre de choses, sur la création de contenu. Tout le monde, alors de façon très personnelle pour mettre n'importe quoi en ligne, ou des créateurs de contenu pro, ou les grands majors des médias, producteurs d'entertainment. On a du mal à imaginer cette tendance aller à la baisse quand même, non? Bah, alors peut-être c'est mon domaine, c'est mon quotidien, etc. Là, typiquement, voilà, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur la réponse à un appel d'offres pour un acteur des médias, justement, un groupe de presse qui sont engagés, voilà, qui a fait son bilan carbone, voilà, de toute son activité, tant sur l'activité print traditionnelle que sur l'empreinte média, donc Internet et autres. Et donc, ils sont aperçus que c'est à peu près 30%. Le numérique pèse 30% de leur bilan carbone. Et là, justement, ils essayent de comprendre ce qui se passe pour justement rentrer dans une trajectoire horizon 2030 de baisser de 50% leur empreinte carbone. Et parce que ça, c'est des obligations et des stratégies au niveau groupe qui sont exécutées. Et donc, sur ces secteurs d'activité, comme tu disais, hein, les fonds majors, les médias et autres, où le numérique pèse beaucoup dans leur empreinte carbone, eh bien, en fait, ça devient des vrais sujets de préoccupation. Et c'est là où notre entreprise là intervient. Parce que c'est pour les aider finalement à se dire, OK, leur direction leur impose de réduire par deux l'empreinte carbone du numérique quel qu'il soit, hein. Et donc, souvent, les services informatiques, les directions de contenu, etc., sont un peu perdus face à ces enjeux. C'est là où on intervient pour leur apporter du conseil, pour leur aider de dire, vous allez continuer à faire de la croissance, mais vous allez quand même réussir à réduire votre empreinte carbone grâce à voilà, des pratiques globalement accessibles et qui ne vont pas dégrader votre performance commerciale aussi. D'accord, ok, donc c'est super intéressant. Donc tu as un volet, quand tu proposes tes services, ton offre, il y a un volet quand même business qui est important. On a plusieurs épisodes de Planète Ingé qui parlent de ça. On a l'épisode avec Olivier Corradi, donc le fondateur d'Electricity Maps, qui met à disposition les cartographies en temps réel d'intensité carbone de la production d'électricité. Donc ça répond à la problématique de consommation énergétique. On a l'épisode avec Germain Gourenton avec qui on a parlé de la transformation nécessaire et active maintenant des entreprises vers une intensité bas carbone. Du coup, comment Digital for Better s'attaque à ce problème des émissions de gaz à effet de serre causées par le numérique? Concrètement, c'est quoi les leviers d'action d'un point de vue professionnel? Bah, le premier, en fait, déjà la première chose, hein, ce qu'on dit chez nous, c'est pas d'amélioration sans mesure. Donc déjà pour se dire, se fixer des objectifs et de se dire est-ce que je progresse ou pas, est-ce que je m'améliore ou pas, est-ce que je réduis mon empreinte et mon impact.
Déjà, c'est mesuré. Donc, c'est pour ça que là, on a créé Frugger. Et voilà, qui nous permet de, déjà, c'est un point de départ, Frugger. C'est un point de départ pour faire de la mesure et qui fournit un ensemble de recommandations pour permettre aux clients de rentrer en action. Donc, il y a différents leviers quand on va parler de l'empreinte environnementale. Il y a le levier qui est notre domaine d'expertise historique, mais depuis, on s'est diversifié, qui est sur les applications. Donc, c'est de faire, donc sur, par exemple, un site internet. Alors, je ne sais pas, Mathieu, si tu as un site internet Planète Ingé, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle faire de l'éco-conception. C'est-à-dire de la capacité à réduire euh, la quantité d'informations sur un site internet. Donc, c'est faire de la sobriété, c'est de choisir par exemple des poids d'image plus faibles. Plutôt que de mettre une image qui va peser 30 mégas sur ton site internet, a priori, prendre des images qui vont faire 3 mégas et qui ne vont pas dégrader non plus l'expérience. C'est de faire en sorte en effet de réduire la consommation voilà, du trafic réseau qui bascule. Ça, c'est un levier assez important sur la partie, j'ai envie de dire, sobriété fonctionnelle. Ne développer que des fonctionnalités sur ton service internet, sur ton site internet qui vont être utiles par rapport à ta cible, à ton audience, qui vont être utilisées. Voilà, et qui vont être utilisables. Ça, c'est hyper important aussi quand on fait de l'éco-conception. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 U. Et donc, typiquement, demain, si tu refais ton site internet avec nous, moi, je vais regarder tes analytics et je vais voir, ok, tu as telle page. En fait, tu as une audience c'est 0,1% de ton audience sur l'année qui a été sur ces services-là, ces fonctionnalités-là sur ton site internet. Et ben moi, ma recommandation, c'est tu refais ton site internet, ne la développe pas. Ça sert à rien, elle n'est pas utilisée. Et donc, c'est un vrai levier, c'est la sobriété, c'est finalement de ne faire, mais ça pourrait s'appliquer à plein de domaines, hein, c'est de ne faire que ce qui est utilisé, de ne déployer que de faire ce qui est utilisé, ou même 3 mois plus tard, on se rend compte qu'il y a la moitié de ton site qui n'est pas utilisé. Supprimons, tu vois, supprime le code source, supprime les pages, les services, les fonctionnalités, pour faire en sorte qu'il soit le plus simple possible et le plus sobre possible. Ok. Il y a d'autres leviers concrets que tu peux nous donner? Oui, alors le deuxième levier, qui est encore un levier assez technique, qui est sur la partie infrastructure, donc la partie serveur. Donc il y a les acteurs du cloud, etc., qui ont quand même une efficacité énergétique assez importante. Donc déjà, c'est de choisir des hébergeurs plutôt éco-responsables, déjà qui utilisent de l'énergie verte, d'une part, et d'autre part, voilà, qui ont une efficacité énergétique assez importante. Et ce qu'on fait aussi, nous, avec notre solution Frugger, c'est de finalement collecter, ça marche vraiment aussi dans les grandes entreprises, c'est de collecter toutes les informations issues notamment des cloud providers, donc les Google Cloud, les Azure chez Microsoft, etc., toute la donnée, et se rend compte qu'en fait, j'ai des serveurs qui sont inutilisés. Donc tout simplement, en collectant de la donnée, en faisant une analyse, on se rend compte qu'il y a des serveurs qui sont inutilisés. Bon, très bien, simple, on le supprime. Sinon, on va se rendre compte que des fois, la nuit, il y a des serveurs qui ne sont pas utilisés. Ils sont utilisés que de 7h à 22h. Et c'est de mettre en place des pratiques qui permettent d'éteindre automatiquement ces serveurs sur une plage horaire définie. Ça va être également un autre cas d'usage, c'est on se rend compte qu'on a mis un serveur avec une puissance incroyable, incroyable, j'exagère peut-être, mais une grosse puissance, et qu'on n'en utilise finalement que 20% de sa capacité. Et bien, nous, notre recommandation, c'est OK, vous gardez ce serveur-là, mais vous allez diminuer ses performances et ses capacités. C'est un peu, si on prend le parallèle, c'est comme si j'étais dans Paris, si je fais 5 km par jour en voiture, je dois faire, je sais pas, même en province ou n'importe où, je fais 5 km, je prends un 4x4, alors qu'une Twingo pourrait suffire par rapport à mon besoin. Et donc, c'est un peu le même principe. On arrive à identifier là où on fait de la surconsommation. Et on donne des recommandations pour ne pas dégrader finalement le service et l'expérience, à fournir des recommandations concrètes pour réduire l'empreinte liée. Là, on est sur l'exemple d'un serveur. Ça, c'est un deuxième levier qui est quand même assez important. Le troisième levier, qui est quand même assez simple à mettre en place, c'est sur le matériel. En effet, et là, le matériel... là, je parle au niveau des entreprises qu'on accompagne, mais également au niveau des individus. C'est la capacité aussi à ne pas renouveler tous les 2 ans son smartphone. C'est la capacité également à ne pas changer de téléphone, d'ordinateur trop souvent.
à renouveler mon parc informatique. On voit encore trop souvent dans des services informatiques de grandes entreprises, ah ben, mon ordinateur, mon parc d'ordinateur, je l'amortis sur 4 ans, donc au bout de 4 ans, je le mets je le mets à la poubelle parce que ça y est, de manière comptable, je l'ai amorti. Non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt de prolonger au maximum la durée de vie des équipements. C'est également de leur donner une seconde chance, une seconde vie. Quand je suis une grande entreprise, bah, c'est plutôt que de les mettre au rebut. C'est de les revendre, les redonner à une filière aussi pour qu'elles soient réutilisées. Ça, c'est un autre levier. Ou alors, pour des acteurs, typiquement chez nous, Digital for Better, tous les collaborateurs, aujourd'hui on est 50, et tous les collaborateurs ont un ordinateur qui est reconditionné qu'on achète sur Back Market ou service équivalent. Ça, c'est un vrai levier de gain en termes d'impact carbone, parce que comme je disais un peu en introduction, l'empreinte carbone du numérique, il est sur le matériel, et donc c'est là où on peut agir. Petite pause dans ce super épisode pour vous rappeler de le partager à 3 personnes de votre entourage par WhatsApp et surtout, si vous aimez l'émission, de vous abonner. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Ok, carrément. Et ça rejoint un petit peu une question que je voulais te poser, mais je pense qu'il y a déjà des éléments de réponse en termes d'utilisation privée, personnelle. C'est quoi aussi les impacts que je peux avoir? Toi, par exemple, c'est quoi les leviers que tu utilises pour réduire, si on s'en rejoint un petit peu l'épisode avec Arthur, le premier épisode de la saison 2, l'impact carbone du citoyen, dont on a déjà parlé, il y a renouveler son matériel le plus tard possible, acheter du reconditionné. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, en tant qu'individu, que tu t'efforces de faire pour réduire cet impact-là? Oui, en effet. Alors, c'est pas là où je vais aller chercher le plus de carbone. Nous, on est vraiment dans une course à la décarbonation et aller chercher là où il y a le plus d'impact. Mais néanmoins, il y a des éco-gestes un petit peu du quotidien, tant au quotidien pro que perso. Typiquement, j'ai plus les chiffres en tête, c'est dommage, mais il y a quand même privilégier l'usage du Wi-Fi plutôt que l'usage de la 4G au quotidien. Donc, dès que je peux, moi, je vais me connecter au réseau Wi-Fi de l'endroit où je suis. Parce qu'on sait qu'il est moins énergivore. Alors ça va pas changer, on va pas sauver le monde en faisant ça, mais c'est un éco-geste. Voilà, c'est typiquement un éco-geste. C'est également sur des services de streaming, des vidéos. Là, on va revenir sur le sujet. C'est de privilégier en effet, dès que je peux, pouvoir moduler le format, un petit peu on va dire la qualité de la vidéo que je suis en train de regarder sur YouTube ou autre. Je vais essayer dans mes paramétrages d'aller chercher un format qui va être un peu moins qualitatif, mais qui pour mon usage va être plus important. Sinon, qu'est-ce que je vais avoir? C'est privilégié également. On a tous, ou presque tous, enfin beaucoup, Spotify, Deezer et autres. C'est de privilégier le téléchargement de playlists préférées sur le mobile plutôt que de le streamer en direct parce que ça va exploiter, enfin comme vous comprenez, hein, ça part du smartphone, ça passe par voilà, les réseaux 4G, Wi-Fi et autres, et ça arrive sur les data centers. Alors que si c'est téléchargé, j'ai l'impact une fois. Et après, c'est que du stockage sur mon téléphone. Donc, je vais limiter mon empreinte en faisant ce type d'éco-geste. Mais sinon, non, il y a un autre levier aussi dans la relation pro, etc. C'est pareil. En fait, il y a des... je suis pas contre, mais il faut faire attention aux amalgames. Il y a pas mal de campagnes de dire je fais un éco-geste, je supprime ma boîte mail, enfin, je vide ma boîte mail, mon OneDrive. Voilà, le stockage, par exemple, sur des drives et autres, des Google Drive et autres, c'est pas là où il y a le plus d'impact. C'est pas ça qui génère le plus d'impact. Donc, c'est une bonne idée en soi de supprimer sa boîte, de vider un peu sa boîte mail, mais c'est pas là où il va y avoir le plus on va agir de manière plus raisonnable. Ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience. C'est marrant parce que je te coupe là-dessus, mais il y a un an, j'avais entendu un dirigeant d'une entreprise qui faisait de l'efficacité énergétique et qui était avec le comité national de la sobriété énergétique et patati et patata, qui avait fait un rapport, etc., qui passe sur Europe 1, donc à l'occasion de transmettre des messages percutants. Et en fait, les messages qui passent, c'est effacez vos emails, éteignez la lumière et coupez la borne Wi-Fi. Enfin, si ça, c'est pas un petit peu se moquer du monde, je m'y connais pas, quoi. Donc, ouais, ça m'a fait penser. C'est ça. Donc, nous, en fait, on est dans un monde où, enfin, dans le domaine numérique, où c'est un peu nébuleux, il y a plein de manières. Donc, nous, on a une vraie démarche scientifique dans la mesure. On est assez, aussi, on est assez réaliste sur ces actions qu'on considère quand même, attention, greenwashing.
Typiquement aussi réduire, je sais pas moi, par exemple, ne couper Teams là, enfin, ou les logiciels, Google Meet et autres, ne pas mettre la vidéo. En effet, je vais réduire, finalement, si je coupe ma vidéo, je vais réduire l'empreinte environnementale parce que je vais utiliser moins de bande passante. Mais c'est pas là où est l'impact, donc il faut être vigilant. Par contre, ces éco-gestes là qu'on a cités, comme je disais, ça va pas sauver le monde, mais ça a quand même un intérêt. C'est un intérêt déjà de faire prendre conscience à tout à chacun, que je sois quelqu'un qui connaisse, qui soit ingénieur, ou qui soit un peu technicien, qui comprenne les enjeux du numérique, de prendre conscience de tout ça. Et c'est vraiment, ouais, c'est déjà une prise de conscience collective, ces éco-gestes, de se dire, ok, c'est pas visible peut-être l'empreinte environnementale du numérique, mais elle existe vraiment. Donc déjà, c'est des enjeux un petit peu aussi de sensibilisation et d'acculturation un peu aux enjeux de l'impact du numérique. Donc c'est pour ça que c'est pas si, on va dire, je vais pas employer un mot vulgaire, c'est pas totalement du greenwashing dans ce sens-là. Et ça permet aussi à tout le monde vraiment de rentrer dans une démarche collective où on veut pas, nous, quand on sensibilise, on accompagne des grandes entreprises, on a tendance à s'adresser aux directions des systèmes d'information, aux directions digitales. Et en fait, on a tendance à exclure finalement les collaborateurs. Voilà, quand je travaille avec des grandes banques, les collaborateurs en agence, ça leur passe au-dessus, finalement, de réduire l'empreinte des serveurs, de faire de l'éco-conception de services numériques. C'est pas leur métier, c'est pas leur quotidien. Par contre, de faire des éco-gestes en leur disant bah, nettoyez votre boîte mail, etc., ça leur permet vraiment à tout à chacun d'être acteur de cette démarche globalement vertueuse vis-à-vis de l'environnement. Je te rejoins à 100%, hein, on est tous d'accord, hein, faut pas, les éco-gestes du quotidien, tout le monde a a la main, tout le monde a la main dessus, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice et c'est bien d'avoir conscience de ça. On l'a vu aussi avec la facture énergétique qui a explosé cet hiver, hein, tout le monde s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de chauffer comme des mammouths, il fallait éteindre les bâtiments, on peut éteindre son ordi le soir, etc. Donc on revient au basique. Et puis on voit aussi que dans le monde du tertiaire, et ça, je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, les consommations énergétiques. Dans le monde du tertiaire, il y a des obligations, hein, de réduire son empreinte énergétique, je crois, de 40% d'ici 2035 ou 2040. Donc, je pense que ce que tu fais, il contribue parce qu'on a besoin de mesurer ce qui se passe, on a besoin de comprendre, on a besoin d'activer ces leviers. Donc, éco-geste inclus pour tout le monde. Mais j'ai envie de te poser une petite question piège. Ton entreprise et ton discours est virtueux. Allez, donne-nous ton petit péché mignon numérique qui fait que bah, tu as du mal quand même à te défaire d'une habitude qui est pourtant fortement émettrice de CO2 à ton échelle, évidemment, quoi. Bah, simple. Bah, enfin, j'ai deux cas d'usage un petit peu. Le premier, je suis quand même je dors pas beaucoup, donc je regarde beaucoup Netflix aussi. Donc on va pas se le cacher, ou Netflix ou service de streaming assimilé. Donc déjà, voilà, je suis pas totalement les gourous, les ayatollahs du numérique responsable, etc. sur anti-plateforme de streaming pour plein de bonnes ou mauvaises raisons. En tout cas, donc moi, je suis pas forcément le meilleur élève sur ces aspects-là. Et l'autre aspect, je mentionnais plutôt tout à l'heure, un petit peu l'usage du streaming, enfin en tout cas du Wi-Fi. Typiquement, là, je passe pas mal de temps dans les trains, évidemment, là, pour aller voir des clients. Là, j'ai passé juste mon aller-retour hier et avant-hier là, sur Paris dans le train. Bah, le Wi-Fi, il est catastrophique. Bah ouais, je fais du partage de connexion. Pour travailler dans le train, ouais, je fais du partage de connexion. Je ne m'en voulais pas, mais c'est... Alors que je pourrais exploiter de manière un petit peu dégradée, certes, la connexion Wi-Fi fournie par la SNCF. Écoute, merci pour ta confession et personne ne te juge autour de cette table. Nos millions d'auditeurs, si quelqu'un quand même a des remarques à nous envoyer, n'hésitez pas, hein, vous envoyez ça à contact@planeteinger.fr et vous avez le droit de mettre Ronan au pilori. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose immédiatement dans le monde du numérique, justement, le plus dur peut-être à changer, ce que toi tu pourrais, si tu devais faire un truc en un claquement de doigts qui serait efficace au possible, ce serait quoi? Déjà, moi, j'agirais sur le matériel, ça c'est évident. Parce qu'en fait, il y a tellement de. Je sais plus, je crois que on est à combien d'équipements? Je crois qu'on est à plus de 35 milliards d'équipements, hein, sur la planète. Donc d'équipements, ce que j'entends, c'est téléphones, ordinateurs, etc., d'équipements numériques. Et donc moi, d'un claquement de doigts, je les rendrais finalement
j'arrêterai l'obsolescence de ces terminaux. Là, je les rendrai finalement viables pour 10, 15, 20 ans. Ça serait le rêve le plus pieux qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que le smartphone que j'achète, peu importe le prix, c'est pas là le sujet, mais finalement, quand je fais un achat, c'est un achat à vie. Et que tous mes services numériques fonctionnent sur ces terminaux pendant à vie. Allez, j'allais dire à vie. Tant qu'on est là, on est un peu dans l'utopie. Donc, Ah, mais c'est très bien. Et c'est par rapport à ça, justement, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote un peu surprenante ou inattendue liée à ce que vous avez découvert, peut-être avec certains de vos clients ou des choses, ou dans la création de l'entreprise de Digital Fiber, c'est quoi le truc le plus inattendu que tu as eu à faire face? inattendu. L'exemple que je citais sur l'amortissement des ordinateurs et les renouvellements, où même les utilisateurs ne voulaient pas, donc les collaborateurs de l'entreprise ne voulaient pas changer d'ordinateur, hein. Ils se disent, moi, le mien, j'ai tout installé, tout est fonctionnel, tout est bien, et on leur impose un changement parce que pour des raisons comptables et autres, on leur prenait leur ordinateur, on leur en donnait un nouveau. Ça, j'ai vu ça. Ubuesque. Enfin, c'était délirant, tant d'un point de vue environnemental qu'économique, hein, finalement. Enfin, on va pas. Certes, ça fait tourner l'économie, mais à un moment donné, ça devient déraisonnable. Ça, c'est la chose qui m'a le plus choqué. Et la chose qui m'a fait peut-être à la limite plutôt, plutôt dans le bon sens chez Digital for Better. C'est qu'on a en fait, on est une entreprise à mission, on est dans le monde de l'économie sociale et solidaire, on a ESUS, donc c'est un agrément de l'État qui nous décerne en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale. Et dans ce contexte-là, on a la chance de rencontrer des associations sur le terrain qui œuvrent pour un numérique plus inclusif, plus responsable. Et donc là, on a rencontré une association qui s'appelle l'ASIA, là, sur Nantes Métropole aussi, mais qui est en train un petit peu de s'étendre au national. Et en fait, ça, c'était une des plus belles découvertes et qu'on a découvert très vite dans la création de l'entreprise en 2020. C'était en fait, on avait des clients justement qui voulaient donner enfin, qui savaient pas quoi faire. Ok, on renouvelle notre parc d'ordinateurs parce qu'il commençait à être vieux, mais on sait pas comment faire. Ok. Et c'est là on a cherché un peu des associations, en tout cas des groupes un petit peu qui travaillaient là-dessus. Et on a découvert cette formidable association qui en fait prend les ordinateurs, les reformate, installe une version de Linux. Une version de Linux très spécifique qui permet aussi aux personnes souffrant d'handicap visuel et notamment des aveugles de pouvoir exploiter les ordinateurs et les donne ou les vend à un prix genre 10 euros pour les remettre en reconditionnement. Et ça a été une découverte incroyable de cet assaut qu'on accompagne et qu'on leur fournit un ordinateur, eux ils les reconditionnent et ils aident vraiment des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur, mais qui n'ont pas des moyens énormes, hein, qui veulent juste envoyer des mails, aller sur Internet comme tout le monde. Et ça, on a fait cette découverte de cet assaut qui est incroyable, qui est toute petite. Et c'est surtout, c'était des échanges téléphoniques dans un premier temps, email avec cet assaut. Et quand on a rencontré la personne, en fait, c'est une personne qui s'appelle Bernadette. Donc Bernadette, si tu écoutes, je te passe le bonjour. 82 ans, qui gère cette association-là. De main de fer. Et ça a été la plus belle découverte de l'entreprise parce que ça a un tel impact, non seulement sur l'environnement, toute son action et toute l'action de ses membres, les membres de son asso, mais également sur les gens, et un impact vraiment social en permettant finalement de rendre le numérique et l'informatique et l'accès au matériel de manière de manière beaucoup plus inclusive. Bah, écoute, Donc ça, c'est ma plus belle découverte. Ouais, génial. Et ça fait une bonne transition avec la question suivante. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as parlé d'une chose qui était importante à tes yeux. Et j'ai peut-être mal compris le lien avec Digital for Better, mais du coup, tu vas pouvoir nous expliquer. On parle beaucoup de... Il y a un terme que les gens ne connaissent pas, c'est l'électronisme. Alors, l'électronisme, peut-être que même tu peux nous le définir, et après, je continue ma question. C'est quoi l'électronisme? Ouais, alors l'électronisme, c'est finalement l'incapacité à utiliser pleinement un service numérique, donc un service informatique. Pourquoi c'est important pour toi ce sujet, justement, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Parce qu'en effet, là, on a très orienté nos échanges autour finalement de l'impact environnemental du numérique, mais aussi c'est un impact social, parce que la transformation numérique, c'est génial. Enfin, franchement, enfin, moi, je viens de la Bretagne, etc. Pas de Nantes, hein, de Rennes. S'il y a des Bretons qui disent que Nantes n'était pas en Bretagne, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais moi, quand j'allais à Paris, quand j'étais petit, finalement, j'ai souvenir qu'on passait notre temps avec mes parents à regarder les plans de métro. Ok, on veut aller de là à là, de Montparnasse je sais pas moi, à un autre endroit, on passait du temps sur nos plans de métro. Et franchement, aujourd'hui, j'ai l'application, j'ai Google Maps, paf, tac, je connais ma ligne je réfléchis même plus. Et donc, le numérique, ça a vraiment aidé sur plein de choses. Nous, ça résout plein de problèmes. Mais sur d'autres, cette transformation numérique, cette digitalisation peut-être à outrance un petit peu des services, ça exclut. Là, je reprends encore un exemple très parisien et métro et autour du transport en commun. C'est hier, pour la première fois, j'ai installé l'application RATP pour éviter de m'acheter mes billets de tickets là, de métro et, et de le faire directement avec mon smartphone et d'utiliser là, les puces RFID. C'est génial. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils vont changer toutes les bornes d'accès du métro pour qu'il n'y ait plus que ça. Mais en fait, si mon téléphone, là, j'ai un téléphone qui est à peu près correct. Mais je vois mon père, il a encore le téléphone à clapet avec un numéro de téléphone. Jamais demain, ça se trouve, il ne pourra plus prendre le métro dans Paris. En fait, on a développé un super service numérique qui est plus simple, mais de l'autre côté, on va exclure une partie de la population qui n'a pas les compétences pour utiliser le service numérique. Honnêtement, mon père, je lui file un smartphone, il est incapable d'installer l'application RATP. Donc on va exclure ces gens-là, et même si peut exclure aussi des gens de par le fait qu'il faut acheter un matériel sophistiqué pour pour déclarer ses impôts, pour prendre le métro, pour faire ça. Et donc c'est important de comprendre aussi l'électronique. Enfin, là on parle pas d'électronisme, on parle plutôt d'inclusion. Mais ça c'est hyper important, quoique quand je dis que mon père n'arrive pas à installer une application, je suis obligé de lui installer son application, la RATP sur son téléphone, enfin s'il avait un smartphone. Là, on parle d'électronisme en fait. On n'a pas pensé à des cas d'usage de personnes qui sont pas à l'aise en fait à exploiter tout le potentiel qu'offrent les services numériques, et on va, pour des bonnes raisons, on digitalise, on transforme vraiment un service classique en service numérique, mais en fait, on oublie qu'on va exclure une partie de la population en faisant ça, parce qu'il y a une partie de la population française aujourd'hui qui n'est pas à l'aise avec les outils numériques, tout simplement. Ok. Et du coup, est-ce que Digital for Better, vous participez, vous avez des actions, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour remédier à ça? C'est des formations. En effet, ce qu'on fait, c'est un peu de formation, un peu de sensibilisation, un peu d'action aussi sur des acteurs, on va dire des acteurs des associations, hein, comme la SIA que je citais tout à l'heure. Donc nous, on les intervient, on les aide, soit en du mécénat de compétences, soit avec du temps, pour finalement faire de la sensibilisation, de la formation, de l'acculturation. Ce que fait très bien, notamment la SIA, hein, sur le terrain, encore une fois, c'est incroyable. Il donne des clés, il donne des fiches pour essayer aux personnes un petit peu qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ou qui ne peuvent pas utiliser le numérique pour des raisons de handicap, à faire des actions de base, envoyer des mails, aller acheter un billet de train, etc., etc. Donc nous, on intervient vraiment plutôt avec des acteurs associatifs qui ont le lien avec finalement les utilisateurs. Super. Et pour conclure cette émission, tu nous as dit que tu étais un jeune papa, peut-être que tu as d'autres enfants, j'en sais rien. Ça ne nous regarde pas, mais ce serait quoi le message que tu voudrais passer à tes enfants, justement, par rapport à l'importance d'un numérique responsable ou sur d'autres sujets? C'est quoi le main message que tu veux passer aujourd'hui? C'est de continuer à vivre. Encore une fois, enfin, je pense que moi, je suis une personne qui est assez modérée, hein, je suis pas dans les extrêmes. Moi, je dirais à ma fille, continue à vivre, continue à te faire plaisir, à te faire kiffer, mais fais-le de manière raisonnable, en prenant de manière sobre, la plus responsable possible, en prenant conscience de ce que tu fais. Voilà, c'est comme, je pense, tu as le droit de voyager. J'ai pas interdit à ma fille de voyager aujourd'hui. Je sais que ça peut faire choquer les gens, mais non, tu as le droit de prendre l'avion, mais fais-le de manière raisonnable, réfléchie, prends conscience de ce que ça génère aussi en termes d'impact. Essaye au maximum de limiter ça, mais je vais pas empêcher de vivre. Donc,
c'est surtout d'agir avec raison et de manière raisonnable. Il y a beaucoup à dire sur ce que tu viens de dire, mais je partage complètement ton point de vue. Je crois qu'il y a une statistique qui est passée cette semaine que 88% des gens euh, sont complètement étrangers ou se désintéressent complètement de la problématique de prendre l'avion, par exemple. Et pour moi, ça caractérise. C'est pas que tout le monde s'en fout, en fait. C'est qu'on ne peut pas interdire aux gens, et je le dis souvent, de voyager, de faire des choses. On ne pourra pas interdire, à moins de rentrer dans un système social autoritaire. Et peut-être que certains en rêvent, mais ça n'amènera rien de bon de toute façon. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs climatiques sans des actions fortes et tranchées. Mais je crois que fondamentalement, c'est incompatible avec la nature humaine. Donc il faut continuer à travailler sur cette éducation à la sobriété, que ce soit au niveau des entreprises et des individus, et continuer à développer par l'ingénierie l'efficacité et être raisonnable dans ce qu'on le fait au quotidien. Merci Ronan. Merci à Et toi. puis, je te laisse 30 secondes, virgule 75 pour faire ta promotion personnelle. Comme tous les invités, tu as le droit à ton petit moment à toi. Donc, je te laisse ce moment. Voilà, c'est gentil. Donc, si vous travaillez dans des grandes entreprises ou même dans toute autre entreprise dont le numérique a une part importante, enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mes collègues. On sera ravis de vous accompagner dans votre transition, ce qu'on appelle numérique responsable. Donc voilà, une transition vers un numérique plus respectueux de l'environnement, mais également plus accessible et inclusif. Et donc, voilà, n'hésitez pas. On accompagne plein de grands groupes. L'Oréal, on travaille avec l'ADEME, on travaille avec Système U, on travaille avec Crédit Agricole. Bref, tout plein d'acteurs dans leur transformation numérique responsable. Et on serait ravis, en tout cas, d'échanger de ces sujets-là avec vous. C'est parfait. Merci Ronan. Et puis, je dis aux auditeurs au prochain épisode. Merci Mathieu, bonne journée. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.